11h, 13h, Europe 1 et vous, Olivier Delagarde. Bonjour à tous. Rappelons que cette émission d'actualité est votre émission. Vous pouvez nous appeler, commenter, réagir. On rappelle le numéro de téléphone non surtaxé avec vous, Estelle. Bonjour Olivier Delagarde, bonjour, bonjour aux auditeurs d'Europe 1. Vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21 pour réagir à ces sujets d'actualité au cours de cette émission Europe 1 et vous jusqu'à 13h. Bon, on vous a concocté un programme pas trop mal, je crois. Il y a pas mal de choses aujourd'hui, de la politique évidemment, avec les troupes de Jean-Luc Mélenchon qui veulent destituer le président de la République, qui mettent un beau bazar au sein de leur nouveau Front populaire. On parlera également de l'épidémie de Mpox. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous commencez à être habitué? Vous pouvez nous appeler sur la question. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics nous informent suffisamment sur le sujet? On sera avec un spécialiste pour éclairer notre lanterne. Autre question, j'aimerais bien qu'on puisse répondre. Comment un voilier de luxe de 56 mètres peut-il, en 2024, sombrer corps et biens en Méditerranée? Comment, avec les moyens de communication et de secours modernes, peut-on encore mourir en mer? Un accident arrivé au large de la Sicile. Et puis nous reviendrons sur la mort du grand chef cuisinier Michel Guérard. Puis évidemment Alain Delon, Estelle. Alain Delon, oui, qui est toute cette semaine à l'honneur d'un Europe 1 et vous. Tous les jours dans cette émission, nous diffusons des épisodes du podcast Destin extraordinaire Alain Delon, narré par Pascal Praud, dont vous aurez encore 2 épisodes au cours de cette émission. Voilà, vous avez le programme. C'est parti pour 2 heures d'émission. 11h, 13h, Olivier Delagarde sur Europe 1. Après une longue trêve estivale et olympique, c'est le grand retour de la politique. Avec évidemment une grande question, qui pour succéder à Gabriel Attal? Et puis l'autre question subsidiaire, c'est peut-être à quoi joue LFI en cette rentrée des Insoumis qui réclament désormais la destitution d'Emmanuel Macron. Et pour en parler avec vous, Olivier Delagarde, nous sommes avec Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française, également enseignant à Sciences Po. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Merci de prendre quelques temps pour répondre aux auditeurs d'Europe 1 et puis à mes questions à moi. D'abord sur cette demande de destitution, sur quoi s'appuie-t-elle ? Alors, elle s'appuie sur un article de la Constitution de la Ve République, l'article 68, qui prévoit le cas de figure où il faudrait, en cas de manquement du chef de l'État grave à ses obligations de chef de l'État, ça c'est normal que dans une constitution démocratique, il y ait un mécanisme qui permettrait, le cas échéant, de destituer le chef de l'État. Mais on voit bien que l'état d'esprit de la constitution, c'est si le chef de l'État, par exemple, avait trahi la nation. C'est des cas de haute trahison. C'est ça, au fond, l'état d'esprit fondamentalement. Ou devenait fou, quoi. Bon. Voilà, le manquement grave. Mais il est normal que dans une constitution démocratique, on ait à un moment donné une petite trappe qui puisse s'ouvrir pour exfiltrer le chef de l'État si jamais la situation devenait extrêmement grave. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Le chef de l'État prend son temps, ça c'est sûr, mais il a organisé une concertation, une consultation des forces politiques le 23. Il a aussi, le 10 juillet, publié une lettre à l'adresse des Français pour leur dire comment lui, il analysait les élections législatives. Donc on n'est pas du tout dans le cas de figure d'un non-respect par le chef de l'État des principes fondamentaux de notre Constitution. Sur le mécanisme de cet article 68, ça fonctionnerait comment ? Alors c'est un peu compliqué, la Constitution dit un certain nombre de choses, mais évidemment on voit que dans la pratique, il faudrait que ça passe par le bureau de l'Assemblée nationale. Certes, les Insoumis y sont représentés, il faudrait que ça passe par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il faudrait que ça réunisse 2/3 des députés, il faudrait ensuite que ça aille au Sénat et que ça remplisse à nouveau les mêmes conditions pour que le Parlement dans son ensemble se transforme en haute cour de justice qui, à ce moment-là, pourrait statuer sur est-ce que le chef de l'État a trahi ses missions fondamentales. Donc on voit que c'est très compliqué aussi au niveau de la mise en œuvre. Alors Bruno Cotresse, on est également avec Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bonjour à vous Alexis. Alexis, on vient d'étudier avec Bruno Cotresse le mécanisme de cet article 68. En gros, ça veut dire que cette destitution n'a pas la moindre chance d'aboutir. Non, alors la France Insoumise peut quand même la lancer, parce que pour lancer cette procédure, en tous les cas, il faut 10% des députés. Et avec ces 72 députés, la France Insoumise peut donc lancer toute seule cette procédure. Mais comme l'a très bien expliqué Bruno Cotresse, cette procédure devra ensuite recueillir 2/3
des voix des députés et des sénateurs. Et là, c'est mission impossible, c'est voué à l'échec. Jean-Luc Mélenchon le sait, ses partenaires le savent. C'est pour ça que Olivier Faure et même Lucie Castet hier soir le disent. Nous préférons la censure d'un prochain gouvernement qui ne serait pas du nouveau Front Populaire à la destitution du président qui n'a aucune chance d'aboutir. Bon, Bruno Cotresse, on a bien compris que c'est un coup politique finalement. Pourquoi LFI jette ce pavé dans la mare à ce moment-là ? Je pense d'abord et avant tout, c'est pour prendre date, au fond, non seulement vis-à-vis de l'opinion publique, mais peut-être aussi à l'intérieur du nouveau Front Populaire, pour incarner, au fond, cette radicalité que veut incarner la France Insoumise. Admettons que, finalement, Emmanuel Macron dise on y va, je nomme Lucie Castet. À ce moment-là, les Insoumis pourront dire voyez, c'est le gros coup de pression qu'on a mis qui a obligé le chef de l'État. C'est grâce à nous. Et puis, si le chef de l'État ne nomme pas Lucie Castet, c'est pour le moment une hypothèse assez plausible, alors à ce moment-là, les Insoumis pourront dire vous voyez, on avait bien raison de vouloir dire que le chef d'État n'était plus digne de ses fonctions. Et puis c'est aussi vis-à-vis de l'opinion publique, bien évidemment, pour que les Insoumis apparaissent, ceux qui incarnent, au fond, la colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est un bon coup, Alexis de la Fontaine, pour Jean-Luc Mélenchon. Finalement, ils apparaissent comme un petit peu le parti central de cette rentrée politique. Il veut garder son leadership, du moins au sein du nouveau Front Populaire. Il veut montrer que c'est lui qui impose son tempo, qui impose ses thématiques. Et c'est en tous les cas une stratégie qui ne plaît pas à ses alliés socialistes, parce que eux, ils essayent de s'émanciper, ils essayent de garder leur autonomie, de faire entendre leur voix. Alors hier, on a appris que certains socialistes déjà étaient contre le fait d'une venue en tant que nouveau Front Populaire à cette réunion à l'Élysée. Ils auraient préféré que les socialistes viennent de leur côté, que les écologistes viennent de leur côté, les communistes aussi, et eux, les socialistes, de leur côté, parce qu'ils ne voulaient pas venir avec la France Insoumise. Et une frange aussi de ce parti socialiste souhaite aussi débattre avec Olivier Faure de cette position de la France Insoumise, parce qu'ils sont vraiment opposés à ça, et eux préfèrent plutôt tendre la main à une voie de secours qui serait peut-être Bernard Cazeneuve ou une autre personnalité de gauche, plutôt que s'enfoncer dans une radicalité qui est une voie sans issue et qui en fait n'apportera rien à cette sortie de crise que cherche le Parti socialiste. Bruno Cotresse, pourquoi à gauche personne ne s'aligne sur la position des Insoumis ? On voit qu'en toile de fond, il y a des différences au sein de la gauche, au sein du nouveau Front Populaire. Il y a sans doute des différences importantes en termes stratégiques, en termes au fond de qu'est-ce que veut dire être un opposant à Emmanuel Macron, qu'est-ce que voudrait dire participer à un gouvernement qui serait presque une forme de cohabitation avec Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est en toile de fond. Du côté des socialistes, par exemple, on est sans doute encore légataire d'une culture de gouvernement. On va incarner que l'on s'inscrit dans le cadre du respect de la fonction d'Emmanuel Macron, que d'après les socialistes, on ne serait pas dans un cas de figure de l'article 68, une forme de trahison par le chef de l'État de ses missions, de son rôle institutionnel, alors que du côté de la France Insoumise, on veut incarner cette insoumission, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aller, au fond, pousser Emmanuel Macron presque en dehors de ses fonctions. On voit qu'en toile de fond, on aurait sans aucun doute une attitude assez différente du côté des socialistes et des insoumis sur le fonctionnement d'une cohabitation entre Emmanuel Macron et le nouveau Front Populaire. C'est une façon aussi peut-être, Bruno Cotresse, de s'attaquer à Emmanuel Macron en cette rentrée. Emmanuel Macron qui sort finalement fortifié de cette période olympique, où on l'aura beaucoup vu, où on aura peu entendu ses opposants et où finalement l'absence de gouvernement ne s'est pas fait sentir. Et oui, il y en a effectivement une situation qui est tout à fait inédite, tout à fait intéressante. On a un Emmanuel Macron qui, d'ailleurs, il l'a reconnu, a perdu les élections législatives, mais le chef d'État, quelque part, s'il admet la défaite électorale, il essaye de réinterpréter ce qui s'est passé, presque en victoire politique, en disant comme si finalement le résultat de ces élections législatives donnait crédit, donnait raison à son diagnostic à lui, qui est il faut une coalition de tous les centres pour sortir de l'impasse. Et rappelons que la coalition de tous les centres, donc fondamentalement, c'est le projet de départ d'Emmanuel Macron
en 2016 quand il crée le mouvement En Marche et en 2017. Donc on a un Emmanuel Macron qui a mis à profit cette période des Jeux Olympiques pour donner du temps au temps, pour laisser décanter les choses, comme si aujourd'hui l'idée d'une obligation, d'une injonction sur le chef de l'État de nommer forcément quelqu'un issu du nouveau Front populaire, c'était un peu un étau qui s'était un peu desserré autour du chef de l'État. Bruno Cotresse, Alexis de la Fontaine, vous restez bien avec nous, on continue à débattre de cette situation politique et puis vous, auditeurs, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Europe 1 et vous, il est 11h15, on fait une petite pause, on revient tout de suite. 13h, Europe 1 et vous, Olivier Delagarde. Et on continue à parler de politique. Quand je dis on continue, on se remet à parler de politique parce que c'est vrai que depuis plusieurs semaines, la politique s'était mise en sommeil et là, elle a été réveillée brutalement. Vous nous rappelez qui sont nos invités, ma chère Estelle? Tout à fait, nous avons avec nous Bruno Cotresse, donc chercheur et enseignant à Sciences Po, et avec nous notre consultant politique d'Europe 1, Alexis de la Fontaine, j'allais dire La Fontaine, pardon, excusez-moi. Il n'est pas consultant, il est du service politique. d'Europe 1. Bruno Cotresse, une grande question qui se pose, alors c'est la question à 100 000 $, qui sera le prochain Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal? Est-ce que vous avez une petite idée du profil? Alors on ne lit pas dans le marc de café du chef de l'État, hein, c'est assez compliqué, la situation est assez compliquée, on voit bien que le profil, au fond, ça serait une personnalité politique, sans doute issue ou du centre-droit ou du centre-gauche. Il faut une personnalité politique du centre-gauche qui plairait au centre-droit et réciproquement du centre-droit qui plairait au centre-gauche, parce que le problème de départ reste toujours entier, qui est la capacité à durer au-delà d'un premier vote de défiance. Et donc il faut une personnalité qui arrive à aller chercher des voix à l'Assemblée nationale sur les bancs d'autres formations politiques. Il faut sans doute aussi une personnalité qui a du savoir-faire politique, parce que pour arriver à faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir quelqu'un qui a une forte expérience de la vie politique, de la vie parlementaire, qui peut jouer de son crédit personnel auprès d'autres formations politiques. Donc équation très compliquée très compliquée à résoudre. Au fond, on a deux théories sur la nomination, et c'est ça qui est vraiment intéressant au-delà de la personne. Vous avez une première théorie, c'est celle de Lucie Cassé du Nouveau Front populaire, qui dit à nous, notre programme de départ, c'est la base de discussion, et on pense qu'on peut arriver à les convaincre des députés d'autres formations politiques, car qui pourraient s'opposer à davantage de recrutement dans la fonction publique, chez les infirmières, les enseignants par exemple. Mais LFI veut pas de compromis, hein, on les a bien entendus. Hein. Oui, voilà, ils disent que la base, c'est le programme. Tout le programme, rien que le programme, mais tout le programme. Voilà, quoi. Et que pense se faire fort de pouvoir convaincre d'autres députés de venir voter sur leurs mesures. Et puis vous avez une deuxième théorie, qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est personne n'a fondamentalement gagné les élections législatives. Il faut se réunir autour de la table pour mettre au point, pour élaborer un programme autour duquel des compromis sont possibles. Et on voit que derrière cette nuance un peu sibylline, c'est un peu subtil comme nuance, il y a véritablement une confrontation de deux lectures des élections législatives. L'une qui dit on a gagné, c'est le Nouveau Front populaire et sa lecture, et l'autre c'est celle d'Emmanuel Macron, personne n'a gagné, et donc il faut trouver une solution de compromis. Alexis de la Fontaine. Pour revenir sur ce que vous parliez sur la France insoumise qui ne veut pas faire de compromis, je vais vous donner une petite phrase qu'un chef de la France insoumise m'a confiée il y a quelques semaines. Il m'a dit déjà le Nouveau Front populaire pour nous c'est un compromis. Donc faut bien se mettre en tête que pour eux ils ont déjà fait le compromis en faisant le Nouveau Front populaire. Alors faire un compromis du compromis c'est impossible. Ensuite pour revenir sur ce dont parlait Bruno Cotresse sur le profil de ce Premier ministre. Il faut voir que Emmanuel Macron va chercher à déstabiliser l'alliance du Nouveau Front populaire en essayant de trouver une personne qui va séduire certains députés socialistes et en même temps ne pas perdre l'aile droite de sa majorité ou du moins son dialogue avec les Républicains. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, qui est une hypothèse qui est... C'est l'hypothèse qui monte en ce moment. C'est l'hypothèse qui monte. Enfin, il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé, c'est la dernière en date. C'est la dernière en date. En fait, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée, je pense? Parce que Karim Bouamran vient du Parti Socialiste, il est justement issu de ce centre-gauche, mais il s'oppose
à la radicalité de la France insoumise. Il s'oppose justement à cette dérive et cette bordélisation de la France insoumise. Et en même temps, il a un discours sécuritaire sur l'autorité et l'ordre, un discours très républicain, qui parle aussi à une partie de la droite, qui peut parler aussi à certains députés de droite, et donc c'est un profil qui pourrait déstabiliser en quelque sorte les positions à gauche et à droite. Mais il faut bien avoir une chose en tête, c'est que le premier gouvernement qui sera proposé par Emmanuel Macron, le premier nom, fera face à toutes les radicalités. C'est-à-dire que personne ne voudra faire la concession en premier. C'est-à-dire que peu importe qui sera nommé, chacun voudra rester sur ses positions et ne voudra pas céder. Et donc, le premier gouvernement qui sera présenté fera forcément face aux motions de censure. Et donc, il risquera très fortement de tomber. Bruno Cotresse, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse, donc effectivement, qui court les rédactions, celle de Karim Bouamran? C'est une hypothèse effectivement qui est en train de monter beaucoup. Et si Emmanuel Macron choisissait cette personnalité politique, ça sera un sacré coup de billard. D'abord parce que Emmanuel Macron restait fidèle à son image dans l'opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à surprendre, qui arrive à se sortir au fond d'un très mauvais pas. Et puis alors c'est un coup de billard parce qu'évidemment ça fait un coin enfoncé à l'intérieur du nouveau Front populaire parce que il est socialiste. Il est socialiste, mais de cette branche des socialistes qui n'adhère pas au fond au projet commun avec la France insoumise dont il s'est démarqué. Il vient effectivement sur les thèmes régaliens, sécuritaires, dont on sait que l'opinion est très sensible sur ces questions, donc ça pourrait intéresser effectivement des républicains, ça mettre en difficulté aussi le Rassemblement national. Il est jeune, il est réputé pour être assez brillant, et donc ça pourrait aussi faire de l'ombre quelque part à ceux qui se voient au fond successeurs d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc un sacré coup de billard éventuellement. Alors ça c'est pour l'hypothèse du centre-gauche. On a beaucoup parlé durant ces dernières semaines, beaucoup parlé parce qu'en politique on parle toujours beaucoup, de l'hypothèse Xavier Bertrand. Alexis de la Fontaine, elle est complètement abandonnée à votre avis aujourd'hui? Oui, alors moi de mes informations, en tout cas elle est plus à l'ordre du jour. Ce n'est plus une hypothèse crédible dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il a entretenu quand même cette petite musique peut-être pendant... comme un leurre, quoi. Oui, aussi. Il a entretenu cette petite musique pendant un certain temps parce que il demandait à des proches, mais alors comment travaille Xavier Bertrand ou ce genre de questions pour vraiment un petit peu faire monter cette petite musique. Mais souvenez-vous, déjà en 2017, quand Emmanuel Macron a choisi Édouard Philippe comme Premier ministre, l'hypothèse de Xavier Bertrand était elle aussi sur la table. Et Xavier Bertrand avait dit « j'ai servi de leurre, mon nom est sorti partout ». Mais en réalité, c'est Édouard Philippe qui a été choisi et j'ai servi de leurre. Et bien là, je pense que Xavier Bertrand va à nouveau être un leurre pour Emmanuel Macron, que c'est le nom qui monte et sur lequel toutes les attaques sont ciblées, parce qu'aujourd'hui, on voit bien à gauche ou au RN ou ailleurs, chacun dise que Xavier Bertrand ne serait pas un bon Premier ministre. Et donc, c'est lui qui prend toutes les attaques pour qu'une autre hypothèse émerge plutôt que celle de Xavier Bertrand. Bon, messieurs, vous restez avec nous, mais nous sommes en ligne avec un auditeur d'Europe 1. Dominique, je crois. Vous nous appelez Bonjour, de Corse, oui. c'est ça? De Haute-Corse, oui, tout à fait. Soyez bienvenue. Merci de prendre quelques minutes pour nous appeler. Écoutez, je vais utiliser un de vos arguments. Vous avez dit en substance que Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, va essayer de déstabiliser le Front populaire. Encore faut-il que l'inverse se produise, à savoir que le Front populaire puisse déstabiliser l'actuel président de la République et de trouver une ligne politique qui puisse se dégager pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre la France, notamment, vous le savez, en premier chef, la dette publique, etc., etc. Bon. Oui, c'est une bonne remarque. Bruno Cotresse, c'est la question. Est-ce que derrière la marque Nouveau Front Populaire, est-ce qu'il y a une union des partis qui la composent? C'est ça la grande question, quoi. Vous savez, la gauche a toujours été diversifiée. Il y a toujours eu différents logiciels politiques au sein de la gauche. L'histoire de l'union de la gauche, c'est une histoire marquée par des moments de tension, des moments de rupture parfois, et puis des réconciliations. C'est très important par l'électorat de la gauche. L'idée de la gauche unie, elle est très populaire au sein des électeurs. Ça, c'est clair. Il y a une forte demande depuis très longtemps à gauche de davantage
d'union. Par contre, on l'a vu au moment des élections d'ailleurs. Hein. Là, il y avait vraiment une dynamique à gauche là. Une dynamique, voilà, mais à l'intérieur de la gauche, il y a par rapport à l'Europe, par rapport aux contraintes liées à la globalisation de l'économie, ça c'est sûr qu'il y a différentes approches. Alors il y a un parti dont on n'entend plus du tout parler, c'est le parti de Marine Le Pen. Hein. Comment est-ce quelle pourrait être, à votre avis, Bruno Cotresse, la stratégie du Rassemblement national en cette rentrée ? Le Rassemblement national est tombé de haut au lendemain des élections législatives. Rappelons-nous quand même, au lendemain du premier tour, tout le monde est sur l'idée qu'il y a une victoire inéluctable au minimum. Oui, avec une majorité absolue possible. Absolue, voilà. Dans les sondages. Jordan Bardella avait clairement une dynamique et se projetait clairement vers Matignon. Donc là, aujourd'hui, la meilleure stratégie pour le Rassemblement national, c'est sans doute de laisser passer l'orage et de s'inscrire, au fond, dans le droit fil de sa stratégie, mettre le cap sur 2027, sur une candidature de Marine Le Pen, sans aucun doute, à la présidentielle, mais peut-être aussi de tenir compte de ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours, appelé cet entre-deux-tours, qui avait fait apparaître un certain nombre de difficultés chez les candidats du Rassemblement national. On a vu quand même beaucoup de candidats qui ont été, dont on a rappelé au fond des propos qui pouvaient être des propos homophobes, racistes, etc. Donc le RN a sans aucun doute aussi intérêt, pour le moment, à être un peu en sourdine et à revenir en force au lendemain de cette rentrée politique, une fois qu'on saura quel est le périmètre de ce nouveau gouvernement. Oui. Alexis de la Fontaine, très vite. Oui, moi je pense que le Rassemblement national a deux stratégies possibles. Premièrement, rester dans son opposition très ferme à Emmanuel Macron et à toute forme de gouvernement et voter toutes les motions de censure contre n'importe lequel des gouvernements, jusqu'à aller dans une impasse et peut-être essayer de pousser le président de la République à la démission. C'est la stratégie numéro 1 du Rassemblement national. La deuxième stratégie, ça c'est ce qu'il souhaiterait, mais ça va être difficile d'y arriver, c'est qu'un Premier ministre de droite ou de centre-droit fasse une coalition entre les Républicains et la Macronie, avec un pacte avec le Rassemblement national, s'il ne vote pas la motion de censure, en échange de 1 ou 2 ou 3 textes législatifs sur des sujets clés comme l'immigration ou le pouvoir d'achat. Et avec ce système-là, il briserait le front républicain en pactisant un petit peu avec ce futur gouvernement très hypothétique. Eh bien, merci à vous, Alexis. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Merci à vous, Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Et puis, merci à Dominique, cet auditeur de Haute-Corse, qui nous a appelés. 11h29 dans Europe 1. Et vous, dans quelques instants, le journal permanent d'11h30. Et puis, tout autre sujet ensuite, le Mpox, qu'on appelait la variole du singe. Près de 20 000 cas déjà recensés en Afrique, un cas recensé en Europe. Est-ce que ça vous fait peur ? Appelez-nous pour en parler au 01 80 20 39 21. À tout de suite.